Bonjour à tous et bienvenue pour cette dernière leçon de l'université qui a le plaisir d'accueillir André Mainvielle. André Mainvielle qu'on peut retrouver dans la programmation du Festival Off pour son spectacle L'abécédaire de la vocalchimie à la Maison du Théâtre pour enfants à Montclar. On peut le retrouver aussi au Théâtre des Carmes. Pour un concert en tandem avec son complice Lionel Suarez, ou en solo, jusqu'à ce soir, je crois. En tout cas, nous le recevons aujourd'hui pour une leçon à sa façon. C'est ça. Parmi les bruits du monde, auxquels l'université offre une chambre d'écho, particulièrement à cette période de l'année, parmi ces bruits du monde, donc, il y a les accents de la francophonie, des langues de France et des autres langues, qu'il nous faut suivre, dites-vous. Oui. Suivez l'accent. Tel est le titre que votre compagnie, la CAD, la complexe articole de déterritorialisation, donne au grand projet qu'elle mène depuis 2002 et qui se décline sous différentes formes. Alors j'en ai noté quelques-unes, des formes artistiques, installations sonores, concerts, création, entretiens, ateliers, performances, expositions. Et puis j'ai noté aussi le grand bal des accents. Je l'ai noté parce qu'il est susceptible, ce grand bal des accents, d'intéresser particulièrement mes collègues spécialistes des publics de la culture. Puisque ce grand bal des accents concerne, si j'ai bien lu, concerne deux types de publics, très précisément identifiés par vos soins. Alors je cite un extrait de ce qui fait office de fiche technique du spectacle. Je cite donc, à propos des publics, public numéro 1, danseurs musettes, swing, valseuses javanaises, de toute nature, religion, origine, âge, statut, profession, activité, en famille ou seul, de passage ou sédentaire. Public numéro 2, tous les autres non cités. André Mainvielle ne bouscule pas seulement les mots, il joue là avec les grandes catégories académiques des enquêtes sociologiques. Clin d'œil moqueur aux sociologues de la culture, sans doute, pourquoi pas. Mais se jouer ainsi, André Mainvielle, de la définition des publics, n'est-ce pas pour décrire en creux ce vers quoi tend cette entreprise artistique qu'est l'articole. Cette leçon nous apportera sans doute des éclairages sur ce point. En tout cas, j'y serai particulièrement attentive. Vous allez nous éclairer à partir des multiples accents que vous avez collectés, parce que l'accent, et je reprends là votre formule poétique, l'accent est le point de voix de l'individu face à la normalisation, tout autant, je crois, que le trait discriminant d'un local, qu'il soit social ou régional. Il constitue pour vous, en tout cas, c'est ce que j'ai compris de votre travail, il constitue pour vous la matière vivante, expressive, par laquelle s'opère la déterritorialisation, une déterritorialisation qui reterritorialise, comme le rhizome, pour continuer la référence aux notions chères à Deleuze et Guattari, qui animent manifestement votre projet créatif, comme le rhizome et non pas comme la racine qui s'enfouit profondément pour fixer durablement l'accent, ça court, ça parcourt, ça traverse, ça s'insinue, démultiplie pour dessiner finalement de nouveaux territoires musicaux et humains. Avec l'accent, on est peut-être dans la ritournelle. Et pour terminer, je me souviens qu'il y a 20 ans, Léo Ferré a eu la mauvaise idée
de quitter ce monde un 14 juillet. Je ne vous lancerai pas pourtant, pour finir, cette injonction dont il a fait une de ses plus belles chansons, chanson déclamée, poète, vos papiers. Mais plus fraternellement, je vous adresse cette requête. Poète, musicien, ouvrez donc, pour nous, avec nous, aujourd'hui, ce bal des accents. Merci, merci. Écoutez, je ne vais pas commencer dans l'ordre. Je vais commencer dans l'ordre au pluriel, c'est-à-dire le désordre. Puis je dirai une phrase en commençant « Soyons rhizomables ». Voilà. Donc je vais vous lire tout de suite, comme ça sera fait, parce que c'est la technique. Je vais vous lire tout de suite un extrait du livre de Jean Dubuffet qui se nomme « Plus qu'il fait clair, moins qu'on y voit », avec 3 poèmes à l'intérieur de ce petit livret magnifique que je conseille à tout le monde. 3 poèmes, L'air de la campagne, En voyage et La bonne femme à Bébert, qui n'est pas à mettre dans toutes les lectures, notamment pour les enfants. Ça, c'est vraiment pour adultes. La bonne femme à Bébert. Donc, je vais vous lire ce petit poème de Jean Dubuffet qui nous mettra sur une des pistes de Suivez l'accent. Donc, l'air de la campagne. Ce qu'on appelle le paysage, ça veut dire la campagne. Il n'y a rien qui m'embête comme ça. La campagne, c'est plein de légumes. On dirait une soupe minestrone. Les arbres, ils ont des bras comme les gens, ils ont des doigts. Ils ont 3-4 jambes. Les nuages, ils ont des pattes, 5-6 pattes. Il y a plein de terre partout. Les feuilles qui tombent, ça refait de la terre. Il y a plein de graines qui germent partout. Il y a des chemins. Il y a des cailloux. Il y a plein de bêtes. Il y a des petites branches. Il y a des plates-bandes. Il y a des grillages. Il y a des fils de fer. Il y a des bouts de bois partout. Il y a des oiseaux dans l'arbre. Ils font un raffut. Ils bouffent les noisettes. Il y a un vent de chien, v'là l'hiver qui se taille, et puis le beau temps qui va s'amène. On va aller aux champignons, on verra bien s'il n'y aura pas de papillons de chou. L'hiver, il n'y en a pas de papillons, il n'y a rien que des mites. De la mite, il y en a tout le temps, de la mouche, il n'y en a encore pas beaucoup, des toiles d'araignée, on en a plein la gueule. Les gens, ils plantent des radis. Après, ils viennent voir si ça pousse là où tout y pousse mieux, c'est quand il tombe de l'eau. Les gens, ils foutent pas grand-chose. Ils se cassent pas la tête. Ils bricolent à droite, à gauche. Ils vont à l'herbe au lapin. Ils cassent bien la croûte, les lapins. Les vaches aussi, elles arrêtent pas de bouffer. Et mâchouille tout le temps. J'aurais dû mettre mon trench coat, des fois qui tomberait de l'eau, les hirondelles, on dirait qu'elles volent plutôt bas. C'est signe qu'il va reflotter. Les gens, ils se font de la bile rapport aux limaces. Il y a des châtaignes par terre, les gens, ils les ramassent pas. C'est pourtant pas mauvais. Il y a la vache qui regarde et tourne sa tête. Les poules, elles tournent pas la tête, elles tournent rien que l'œil. Une autre fois, j'emporterai des confettis pour les foutre aux poules. Je peux pas les blairer, les poules. Les arbres, je pourrais leur balancer des serpentins. Les maisons, elles sont toutes pareilles, elles ont des chapeaux pointus. Ça fait marrant, la cheminée effume. On fait la soupe. Jean Dubuffet. Voilà. Alors, je ne sais pas comment on fait pour revenir ensuite sur le... Mais bon, je vais parler peut-être entre-temps. Il faudrait que je revienne sur le petit... Peut-être en enlevant ça, là. La technique, moi... Ah, voilà. Donc ça, c'est bon. Voilà. Le
le dossier L'air de la campagne, il faut que je revienne en arrière. Voilà. Alors, voilà, ça c'est bien. J'ai tous mes extraits là, c'est bon, c'est parfait. Merci. Donc, moi je suis musicien, chanteur. On va dire artiste, chanteur, parce que je considère maintenant que je suis artiste. Au départ, j'étais chanteur de bal, j'ai appris sur le tas. Et j'ai rencontré en 1900, je ne sais plus, 85, la compagnie Lubat. Et je me suis inscrit dans cette démarche, c'est-à-dire décentralisation, village, festival, création. Donc Uzeste musical, c'est entre Bordeaux et Mont-de-Marsan. Pas Uzès, à pas confondre avec Uzès. Uzès en fait, Uzeste, c'est le petit Uzès. C'est-à-dire que le pape Clément V est enterré dans la collégiale d'Uzeste et le sous-pape habite à l'Estaminet. S'appelle Bernard Lubat, fait partie de. Voilà, c'est le. Et donc j'ai travaillé dans cette compagnie, faisais partie de la collégiale de direction pendant 15 ans. Et ensuite je me suis déterritorialisé, comme le dit très bien Gilles Deleuze, le concept de la déterritorialisation. Le territoire ne vaut que par le mouvement par lequel on s'en sort. Alors ça m'a touché tout de suite parce que justement je cherchais autant dans ma vie que dans ma pratique artistique de sortir de la normalisation effrayante et effrénée qu'on voit autour. Alors c'est pas tant pour défendre l'accent, mais c'est plutôt pour montrer la normalisation, comment on est normalisé. L'histoire c'est de se déconditionner. Alors pour l'accent, j'ai trouvé des formules rigolotes, mathématiques presque. L'accent c'est un accident sans idée. Alors ça paraît rigolo comme ça, mais si vous contractez le mot accident, vous avez un accent. Il faut enlever juste idée. Et idée est la contraction de idem. Voilà. Donc un accent forcément renvoie à l'autre. Alors moi qui suis pratiquant, moi je me considère comme un facteur d'accent. C'est-à-dire que j'en fabrique, j'ai pas seulement mon accent personnel, mais quand j'improvise, je fabrique de l'accent. Je fabrique des contre-pieds. Moi qui suis rugbyman de formation, ça tombe bien. Les contre-pieds, j'adore. Alors, au départ, donc, en continuant mon chemin, je ne vais pas dire que je suis parti de la compagnie Lubat, mais plutôt que j'ai continué mon chemin. C'est ce que j'ai compris après. Et je cherchais un territoire communal, une idée communale, parce que ce qui était très intéressant de travailler à Uzeste, moi je dis souvent en me marrant que je suis diplômé d'HEC, c'est-à-dire Hautes Études Communales. Et j'ai travaillé ce travail, c'est à Uzeste que je l'ai travaillé, puisque on pouvait à la fois dans le café faire des solos que j'avais jamais fait. J'ai commencé là à faire des solos. On pouvait faire des bals, faire danser les gens, mais aussi faire de la musique expérimentale, complète, radicalement expérimentale. Tout ça dans un village, quoi. Donc pour moi, c'était une espèce de famille. Une autre famille. Je suis né dans un café, c'est pas innocent, un café-restaurant. Donc pour moi, la musique, la pratique de l'art, c'est un lieu public. Parce que ça doit déterminer quelqu'un. Quand vous êtes né dans une maison où vous avez votre chambre en haut, puis en bas c'est la grande salle à manger avec tout le monde qui vient, qui passe, qui sort. Ça a dû déterminer ma façon d'envisager la transmission, la pratique, l'apprentissage. Voilà. Et donc en partant d'Uzès, je cherchais donc un territoire communal plus étendu. Et surtout, je me posais la question de l'habitat. Je ne savais pas trop où j'allais habiter. La ville, ça me paraissait trop pour moi, quoi. La campagne, je l'avais fait. Donc j'ai cherché quelque chose qui roule, quoi, ou qui bouge. Alors les camions, les routes me paraissaient trop encombrées. Par contre, j'avais dans ma pensée l'idée du canal du Midi, où quand j'étais gosse, j'étais chez mes parents qui tenaient une écluse, et je voyais passer les bateaux, je disais tiens un jour je monterai sur un bateau, puis je ferai le canal. Et je me suis aperçu qu'en remontant le canal du Midi, avec une péniche d'un certain format, vous pouvez remonter comme ça jusqu'à Saint-Pétersbourg en passant par... Alors j'ai dit, ah ben ça c'est intéressant, et du coup je me suis dit, je vais glaner les accents sur mon chemin.
Et puis je les restituerai. Et mon idée, c'était de faire aussi un endroit où je puisse inviter des enfants à venir écouter le monde chantant. Parce que j'avais découvert entre-temps une anthologie des expressions vocales du monde entier, sortie par le CNRS et Chants du Monde. Et j'avais écouté tout ça. D'un seul coup, je me suis dit, ben voilà. Moi qui me posais des questions sur l'improvisation, je me disais, qu'est-ce que ça veut dire improviser? Je fais des phonèmes, je fais des trucs, mais à quelle famille j'appartiens? Tout ça, ben, au monde, en fait, parce que quand on écoute ce CD, on se rend compte que les gens utilisent la voix de manière exceptionnellement différente, quoi. Voilà. Donc, ça m'a guidé. J'ai trouvé aussitôt un autre livre qui m'a aussi guidé sur la pratique de l'improvisation. Ça s'appelle Le chant des pistes de Bruce Chatwin. Et ce livre raconte qu'en Australie, donc, les territoires sont tellement étendus, il n'y a pas de carte géographique il manque des cartes géographiques pour traverser des territoires. Et pour traverser un territoire, il faut aller voir un ancien qui vous apprend un chant. Hein, c'est ça le contenu du livre, raconte cette histoire. Vous apprenez cette chant, cette mélodie, et vous pouvez partir, c'est votre carte géographique. Alors ça, j'ai trouvé ça absolument incroyable. Et le monsieur raconte que les mélodies sont des mélodies avec des discrétions comme en musique classique, quoi, avec un ton, demi-ton. Et vous devez apprendre ce chant, et ça vous permet de traverser un territoire, de savoir où vous êtes. Et il y a un passage du livre d'ailleurs où ils amènent un monsieur dans une voiture. Et le monsieur dit, il faut que vous alliez plus doucement parce que j'arrive pas à chanter. Donc voilà, alors c'est le livre qui m'a aussi éclairé sur ce que pourrait être l'improvisation et aussi l'idée d'improviser dans le chant, quoi. Voilà, évidemment je vous passerai, mais je vous le dis quand même, tous les livres que j'ai trouvés entre-temps sur Henriette Walter, linguiste, le français d'ici, de là et de là-bas, etc. Très intéressant. Et, alors là, ça c'est une merveille, préface d'Henri Méchonic, le dictionnaire raisonné des onomatopées françaises datant de 1828, de Charles Naudier. Et dans ce dictionnaire, j'ai trouvé plein de pistes sur ce que c'est que l'onomatopée, quoi. Par exemple, il explique que l'onomatopée, c'est pas seulement que le bruit que font les choses, c'est aussi des origines. Par exemple, il dit que dans toutes les langues, le mot papa-maman, les mots papa-maman sont fabriqués sur des dentales ou pour que l'enfant puisse accéder à la succion. Et tous ces mots, alors c'est expliqué là-dedans plus en détail que moi je ne saurais pas vous l'expliquer. Et puis il raconte qu'en fait, on peut s'amuser avec la langue sur plein de choses, et notamment sur le prénom qu'on reçoit. Puisqu'on ne l'a pas choisi, on vous l'a donné. Donc il dit que ça serait intéressant que les gens travaillent. Alors moi j'ai fait cet exercice que je vais vous montrer, j'espère que ça va marcher. Voilà, c'est un peu petit, mais alors selon mon lexique, alors moi je m'appelle André, donc le prénom c'est ADN Ré. Voilà, ADN Ré, PPP ça veut dire porte-voix, poème et prénom. Ça fait partie de la lettre P, donc de mon abécédaire, puisque j'ai fait toutes les lettres. Dans mon lexique, ce que je dis, c'est que grand A se dit A, grand N, N, petit N, N, grand D, D, petit D, D, grand R, R, petit R, et. Voilà, c'est comme ça que je le dis, pour le dire autrement. Et donc ça donne le poème suivant. Dédé, né, dada, et AR, ADN. D'année en année, Dédé a des nœuds dedans, et rend dada. Dédé rend des rédars de rat de naré, et deux de N. Nada de raradéran, errant, Andéré, René, Aidé de Dédé et de Na. ADNRé est né, Anda, Na. Voilà. Alors évidemment, on peut le chanter. J'ai remarqué que dans le prénom, vous avez des lettres qui peuvent être associées en musique de jazz, par exemple. A, c'est là.
D, c'est Ré. Oui, c'est Ré. Donc déjà, j'ai La et Ré. Je pourrais écrire une partition à partir de La, Ré. Il y a même Mi, parce que E, c'est Mi. Donc voilà, La, Ré, Mi. Donc ma partition du prénom. Alors ensuite, Jean-Paul fait Hop la neige. Françoise, Rions en face. Ça, c'est des possibilités. Et Mohamed, aide-moi. Ça, c'est ce que j'ai trouvé une fois sur un panneau que j'avais laissé pour des anagrammes. Laissez votre anagramme de prénom. Et un jour, j'arrive, je vois Mohamed, aide-moi. Ah, j'ai dit merci. Voilà. Alors, au début, j'ai commencé donc à me dire qu'avec cette idée de travailler sur l'accent, j'allais pouvoir créer, aller vers la créolisation. J'aime beaucoup la pensée d'Édouard Glissant et je m'y reconnais parfaitement, puisque c'est la confrontation des cultures qui crée de l'inattendu, donc de l'improvisation. Voilà. Alors, je voudrais juste vous faire entendre une émission de France Inter où j'avais été reçu et où ils ont pris des extraits de mon carnet de route, des collectages que j'ai fait depuis 10 ans, où entre-temps j'ai fait des créations dans chaque territoire. Par exemple, je vais vous nommer à Clermont-Ferrand, j'ai fait Sous le volcan l'accent, parce qu'il y a beaucoup de passages de gitans qui allaient sur la route de Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc j'ai travaillé avec le chant flamenco, Sous le volcan l'accent. Ensuite, à Grenoble, j'ai fait l'accenteur et autres noms d'oiseaux, parce qu'il y a un oiseau qui s'appelle l'accenteur et qui vit soit dans le nord de la France ou soit à Grenoble. À Grenoble est enterré le compositeur Olivier Messiaen, qui a fait des créations à partir des chants d'oiseaux. Pour moi, l'oiseau, c'est parfaitement l'idée de l'accent, quoi. C'est un oiseau. L'accent, c'est un oiseau posé sur un cygne. Il n'y a pas d'arbre. C'est ça mon idée. Donc, en hommage à Messiaen, j'avais titré cette création L'accenteur et autres noms d'oiseaux. Ensuite, j'avais fait Danse avec l'accent en Bretagne, du Picard au Ch'ti dans le Nord, parce qu'on a fait tout un collectage de la baie de Somme jusqu'à Lille. Voilà. Ensuite, j'avais fait Suite Lorraine en Lorraine, autour du jazz. J'en oublie certainement. Ah oui, à 7, j'ai fait Si ce n'est c'est toi, c'est donc ton frère. Une création. Vous savez qu'à 7, si vous êtes de Frontignan, à 7, il ne faut pas parler parce que c'est déjà le loin, Frontignan. Hein. En fait, c'est ce que j'ai récolté. J'ai fait du collectage autour de 7 et du pays de 7, où j'ai appris, par exemple, que les gens qui travaillent près de la mer, devant la mer, ont plus l'accent que d'autres parce qu'ils sont obligés de porter la voix sur les bateaux. Et il y a un accent qui n'est pas du tout tourné vers les terres, qui est plutôt tourné vers la mer, quoi. Donc il y a un accent très spécifique et très fort. Voilà, alors, je vais vous faire écouter déjà comment a été perçu par France Inter et la réponse d'un monsieur que vous connaissez certainement, qui a fait « Travailler, c'est trop dur », je ne me rappelle plus son nom, qui est cajun, mais on va l'entendre. Donc, petite passage à France Inter. J'espère que ça va marcher. Comment on fait ça pour envoyer le son? Comme ça, voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Il veut pas passer. Comment? Ah voilà, comme ça marche? Ah mais j'ai pas le son là. Vous avez créé des sonothèques à travers... Vous avez du son? La différence. Ça va être dur. France Inter. Je remets au début. Des sonothèques à travers la... France Inter. C'est bon? La différence. Vous avez créé des sonothèques à travers la France. On va écouter quelques extraits de vos carnets d'accent. Les deux lions. Le lion. Ah oui.
Quand tu mettras l'accent dans le midi, tu penseras à moi. Hein. C'est pas le fin fond de la Bresse. Hein. On dit des ch'tis au lieu des petits. Des ch'tis de pommes, des ch'tis de fruits, des ch'tis. Plus l'accent est prononcé, plus il est chantant, plus on va vers le midi, moins il chante, plus on monte. Ma mère, elle parlait moitié français, moitié patois. Et ça, il fallait pas parler patois. Et maintenant, comme il y a l'Europe, on est européen. Alors, maintenant, ils parlent plusieurs langues. L'anglais, l'espagnol et tout. Moi, je connais que le français et le patois. Mon grand-père, il est de Sarreguemines. Ben, il y a des Alsaciens. Je parle l'alsacien, je peux aussi parler le lorrain. Le lundi, j'en ai marre, dis. Je suis maigre, dis. Alors je dis. Quand le ventre dit, moi samedi. Alors je dimanche. Il y a le langage aussi du corps qui se rentre également dans l'accent. L'accent, c'est la prosodie, c'est le chant, c'est bon, et puis c'est comme le chant, c'est le chant libre, quoi. Il y a chacun l'interprète. C'est pas l'accent d'Agen. Après, pas ça au C'est les extraits des carnets La Rose des Vents d'André Mainviel qui m'ont invité. Comment avez-vous fait ces collectages? C'est vous qui les avez fait tous? Je suis un pratiquant du relief, quoi. Voilà, ce qui m'intéresse, c'est le relief. C'est pas une vue générale des choses. Moi, je me considère comme un facteur d'accent, un peu comme le facteur cheval ramasserait des cailloux. Je ramasse les accents. Et chaque fois que je me déplace en France ou en Belgique ou dans un pays où on parle le français, de prendre la parole des gens autour et de connaître un peu le pays où je passe, quoi. Alors, Zachary Richard, vos grands-parents étaient de la dernière génération monolingue francophone de la Louisiane. Vous êtes cajun. Est-ce que vous ressentez vos différences? Ce que je trouve intéressant dans ce que dit André, c'est la revendication d'une espèce d'anticonformisme à cette époque où il y a une espèce de conformisme écrasant de part et d'autre. C'est rafraîchissant de voir qu'on peut quand même résister. Les accents, ce sont des manifestations de toutes ces cultures et ces expériences. Et c'est en fait de garder une espèce de richesse d'expérience collective. Et bravo, je trouve ça vraiment très intéressant. Oui, je viens du sud-ouest de la Louisiane, je suis cajun et fier de l'être. En Louisiane, c'est un autre combat parce que c'est pas une question de protéger un accent autant que protéger une langue et une culture. Vivant parmi les Américains depuis quasiment 2 siècles et demi, on a parfois la difficulté à voir un avenir pour la langue française en Louisiane, mais à la grande surprise de beaucoup, on est là, puis on résiste, et puis on continue, et on parle avec notre accent qui est chantant à notre façon. France Inter. La différence. Voilà. Alors, je vais revenir. Voilà. Alors maintenant, on va rentrer dans la polémique, parce qu'il y en a une polémique sur l'accent. Moi, je savais pas en faisant ce projet que j'allais soulever comme ça des trucs que je connaissais pas, et notamment, on va parler de comment percevait l'accent Pierre Bourdieu, qui est béarnais comme moi. Et il se trouve qu'il y a quelques années, je suis venu faire parler André Benedetto sur l'accent. André Benedetto, Théâtre des Carmes. Alors, dans le livre, malheureusement l'édition est épuisée, mais auteur en scène, il y a un grand dossier d'André Benedetto sur l'accent du Midi, forme ultime de la langue d'oc, où le no oui, le hoc non. Voilà, alors il décline un peu. Mais ce que je veux vous faire entendre, c'est pourquoi j'ai été lui poser la question en lui faisant écouter ce qu'avait dit Pierre Bourdieu sur l'accent, qui est assez... Et ensuite, on parlera de Jacques Derrida, mais ces 2 penseurs, comment ils pensent l'accent, quoi. Alors, j'espère que ça va marcher. J'aurais voulu te faire écouter Bourdieu qui en parle, et c'est vachement intéressant ce que dit Bourdieu, d'où il parle. Une autre chose, c'est que quand on vient d'un petit milieu et d'un pays dominé, on a forcément de la honte culturelle. Moi, j'avais la honte de mon accent que j'avais corrigé, etc. Je passais par l'école normale. Ça. Quand je descendais dans mon pays, ça Pierre Carl va très bien comprendre, quand j'arrivais à Dax, que j'entendais l'accent, ça me faisait horreur, vraiment horreur. Et encore aujourd'hui, j'entends certains accents à la radio, ça me fait physiquement horreur. Alors c'est l'accent que j'avais. Hein, j'entends, à la radio, j'entendais Tilina, qui est un écrivain chiracien, qui parle avec l'accent de Brive. J'ai envie de le tuer. Voilà, ça me fait horreur. Bon, pas seulement parce qu'il dit. Alors ça c'est une forme de violence symbolique. C'est un truc... bon,
Une autre fois, j'ai entendu à Toulouse, c'était un chanteur d'avant-garde, un type qui faisait de la poésie d'avant-garde, avec l'accent de Toulouse. C'était terrible, terrible, terrible. Oh, Toulouse! Bon, c'était terrible. Et bon, moi, je ne devrais pas. Hein, c'est mon boulot de comprendre ça. C'est mon propre accent. Or, je ressens ça comme affreux. C'est pas possible de faire de la poésie d'avant-garde avec cet accent. Voilà. Alors, je vais me faire tuer par les Occitans. Mais enfin, ça fait rien. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça, quoi, Moi, je pense que Bourdieu, ça fait souffrir. Bourdieu, il porte sur son visage son accent. Mais ça, c'est autre chose. Hein. C'est un rejet. Ce que je ne comprends pas, c'est que c'est une vieille honte qui ressort, qui perdure, et une impossibilité d'assumer des origines, quoi. C'est-à-dire, quelque part, il est encore victime de ça, de cette honte, dire on ne peut pas dire avec cet accent. Moi, je ne vois pas pourquoi on ne peut pas dire avec cet accent. Je ne comprends pas du tout. Mais je pense, oui, c'est la honte qui ressort. Il dit on a honte de sa culture, et bien il a honte de sa culture. Mais voilà. Tu sais, ça il n'accepte pas les gens tels qu'ils sont, et il pense donc en termes de modèle. Il faut être de tel modèle et pas de tel autre. Il n'accepte pas la diversité des gens qui sont autour de lui. Alors, juste, je coupe André sur sa réponse et je mets la suite, je mets un peu plus loin la suite où il parle de l'accent parce qu'on est quand même à Avignon, le théâtre, festival de théâtre. Donc voilà ce que dit André sur l'accent dans le théâtre. Alors, nous avons des problèmes avec l'accent, pas nous spécialement ici, tout le monde en France. Hein. Nous avons des problèmes avec l'accent. Immédiatement, dès que quelqu'un parle avec un accent sur la scène, il est détecté et ça signifie quelque chose, ça signifie pour le spectateur. C'est-à-dire, pourquoi parle-t-il avec cet accent, puisqu'il est acquis qu'on ne doit pas parler avec un accent, qu'on doit parler sans accent. Sans accent, entre guillemets, hein, parce que l'accent zéro, on ne connaît pas. Quand Livchine m'avait demandé d'aller participer à une soirée sardanapale, il appelait ça. Livchine, le théâtre de l'Unité, Montbéliard. À Montbéliard. Sur l'accent. Alors, j'étais allé et j'étais persuadé que j'allais retrouver peut-être un Toulousain, un Niçois qui avait les mêmes problèmes que nous pouvions avoir. Et voilà que je suis tombé dans une soirée où il y avait des gens de toute la France, de toutes les régions de France, de tous les départements, des acteurs, des actrices, bon. Et ils avaient tous quelque chose ils avaient une dent contre le fait qu'on leur impose un accent. C'est-à-dire, ils voulaient parler avec leur accent. Alors, je croyais qu'on était réservé au Sud, et en fait, c'est tout le monde. Tout le monde, l'Alsace, la Lorraine, bien sûr, le Nord, la Bretagne, le Centre, le Berry, tout ça, tout le monde exige de parler avec son propre accent, mais ça lui est interdit. C'est quand même un phénomène très étonnant. Ceci dit, les gens qui veulent se débarrasser de leur accent. Alors, il n'y a pas simplement que les acteurs. Hein. Il y a les avocats qui veulent faire une carrière nationale ou internationale. Il y a les professeurs, et particulièrement les professeurs d'université, et même des professeurs de lycée, dont il arrive qu'on se moque ou à qui on fasse des remarques en leur disant que leur accent, ça se fait encore à l'heure actuelle. Alors, pour tous ces gens qui veulent se débarrasser de leur accent, il ne faut pas qu'ils s'en débarrassent, il faut qu'ils prennent un autre accent. C'est-à-dire, moi je conseillerais, si j'ouvre une école, je dirais, il ne faut pas vous débarrasser de votre accent, parce que se débarrasser de son accent, ça veut dire qu'ils mettent le crayon entre les dents, et ils se plient à des disciplines, ils transforment leur appareil vocal, phonétique, ils transforment peut-être leur être profond, je ne sais pas jusqu'où ça peut aller, tout ça, et ils se dressent. Alors qu'ils pourraient relativement facilement décider, de même qu'ils peuvent jouer avec un accent ou parler avec un accent russe, de même qu'ils peuvent jouer avec un accent anglais, eh bien qu'ils n'ont qu'à jouer avec un accent français. J'aurais voulu te faire écouter Bourdieu qui en parle, et c'est vachement intéressant ce que dit Bourdieu, d'où il parle. Une autre chose, c'est que quand on vient... Nous avons des problèmes avec l'accent, pas nous spécialement ici, tout le monde. On a forcément de la honte culturelle. Moi, j'avais la honte de mon accent, je l'ai corrigé, etc. Je passé par l'école normale. Ça. Quand je descendais dans mon pays, ça Pierre Carr va très bien comprendre, quand j'arrivais à Dax... On remontera tout à l'heure. Voilà, alors... donc sur ces écrits, bon, c'est un peu un raccourci de ce qui est écrit là, hein, mais il y a une très jolie histoire que je connais. C'est un poète qui arrive à Paris,
il va enterrer son papa d'origine espagnole et il cherche le Quai d'Orsay. Alors, il appelle une dame de l'autre côté du trottoir, il dit « Madame, s'il vous plaît, le Quai d'Orsay ». La dame dit « Comment ? Le Quai d'Orsay ». Elle dit « 11h moins le quart ». Ça, c'est une jolie histoire de l'accent. Alors, donc il y a un grand texte où il explique qu'il ne faut pas... moi je suis complètement d'accord avec lui. Bouleversé, on peut changer tout à fait. Moi, si vous voulez, je peux parler comme ça. Je peux parler comme ça. Bonjour, madame. Bonjour. Ou alors parler comme ça et avoir si j'ai envie, je prends l'accent espagnol et je varie. Ou alors je parle comme ça, sans accent. J'ai fait un petit effort. Voilà, la paume. Bon, voilà. L'orange. Donc, je voulais juste la fin de son histoire où elle a relevé des propos de Jacques Derrida. Des propos malheureux de Jacques Derrida, mais c'est pour vous dire que dans la pensée dans la pensée de grands penseurs, c'est un truc français. Parce que ce que me disait Benedetto, c'est en Angleterre, il a vu au théâtre Globe de Shakespeare un comédien qui jouait le premier rôle, Hamlet. Il était écossais, il avait un accent écossais à couper au couteau, ça pose aucun problème. Ici en France, dès qu'on a un accent d'ailleurs, alors là, non, c'est pas possible, quoi. On est d'une classe inférieure où on joue valet, où on fait la météo à la radio, on commente le rugby, on vend des huiles essentielles, le fromage des Pyrénées, on est bien chez nous, comme ça. C'est insupportable, quoi. Bon, on en reste là, quoi, quand même. Alors qu'il y a autre chose à dire. Donc, Jacques Derrida, tiré du monolinguisme de l'autre, 1996. Je ne crois pas, pour l'instant, et jusqu'à démonstration du contraire, qu'on puisse déceler à la lecture, et si je ne le déclare pas moi-même, que je suis un Français d'Algérie. De la nécessité de cette transformation vigilante, je garde sans doute une sorte de réflexe acquis. Je n'en suis pas fier, je n'en fais pas une doctrine, mais c'est ainsi. 2 points. L'accent, quelque accent français que ce soit, et avant tout le fort accent méridional, me paraît incompatible avec la dignité intellectuelle d'une parole publique. Point. Entre parenthèses, inadmissible, n'est-ce pas? Je l'avoue. Incompatible a fortiori avec la vocation d'une parole poétique. 2 points. Avoir entendu René Char, par exemple, lire lui-même ses aphorismes sentencieux avec un accent qui me parut à la fois comique et obscène, la trahison d'une vérité, cela n'a pas peu fait pour ruiner une admiration de jeunesse. Bon, voilà le truc assez énorme quand même. Et donc j'ai demandé à Henri Méchonic, qui est traducteur, il a disparu, mais il était professeur à l'université Paris 8, je crois, traducteur, poète, linguiste, donc ce qu'il pensait de cette phrase de Derrida, quoi. Et de cette pensée de Derrida. Il y a dans la notion d'accent, il y a la nécessité de penser le poème pour penser le langage. Tu vois, en fait, on a l'air de dériver comme ça, mais c'est parce qu'on se laisse porter par la richesse de cette notion. C'est pour ça qu'elle déborde la pauvreté de sa limitation au régional. Voilà. Donc, voilà. Pour revenir à ce propos tellement déplaisant et stupide de Derrida, qui n'aimait pas l'accent méridional de René Char, ça me fait penser que dedans, dans ce rejet d'une autre manière de chanter le langage, il y a, tout à l'heure je disais de la prétention, de la bêtise, il y a de l'identitarisme. C'est-à-dire un sens de l'identité qui s'oppose à l'altérité, mais qui se préfère comme identité. Et là, il y a une erreur philosophique monstrueuse, parce que l'identité qui ne s'aime que soi-même comme identité et qui rejette les autres identités. Ce qui fait que, moi, ce que j'ai compris, c'est que c'est une erreur terrible d'opposer identité et altérité.
Parce que si je regarde, par exemple, l'histoire de l'art, ce que je comprends, c'est que chaque fois ce qu'on croit être l'identité n'advient que par l'altérité, par les échanges. Et par exemple, le phénomène massif qui m'a fait comprendre ça, c'est ce qu'on a appelé au XXe siècle le primitivisme. Le primitivisme, c'est-à-dire le fait que ce sont des artistes, dès 1904, Derain, Matisse, Picasso, qui ont vu que les objets ramassés par les ethnographes et qui s'empilaient dans les musées, comme le musée de l'Homme, et qui n'étaient que des objets utilitaires. La cuillère Zoulou, par exemple, c'est une cuillère avec 2 petits seins. C'est une femme qui a une forme de cuillère. C'est un objet absolument délicieux. Eh bien, il a fallu ces artistes pour reconnaître que c'était de l'art. Et c'est parce qu'ils ont reconnu que l'art africain et l'art océanien, l'art océanien est venu après, mais à cette époque-là, tout, ça s'appelait l'art nègre. Y compris ce qui venait d'Océanie, c'était de l'art nègre. Mais donc ça, c'est une phase du début de la découverte. Et c'est parce qu'ils ont reconnu que l'art africain ou océanien, moi je déteste l'expression d'art premier, ou d'art premier qui a remplacé art primitif. Au moins primitif, ça a eu une histoire au XXe siècle. Mais art premier, c'est une horreur. Parce qu'il n'y a pas de premier, deuxième, troisième. Il y a là où il n'y a rien. Et donc, ils ont reconnu que c'était de l'art. Et c'est parce qu'ils ont reconnu que c'était de l'art qu'il y a l'art du XXe siècle. Qu'ils ont été ce qu'ils ont été parce que être un artiste, c'est aussi reconnaître les autres. Et donc l'identité n'advient que par l'altérité. Et alors ça me refait penser, moi je ne suis pas philosophe, mais enfin, c'est dans la mesure même où je ne suis pas philosophe que j'ai besoin de lire la philosophie. Et donc j'ai un souvenir d'un texte, je ne sais plus où, d'Aristote, qui est une petite phrase qui est vraiment d'une très grande force et que ces philosophes professionnels comme Bourdieu, sociologue, mais j'ai des amis sociologues, quand ils veulent dire du mal de Bourdieu, ils disent c'est un philosophe. C'est parce qu'ils sont très influencés par la sociologie de terrain à l'américaine. Et donc, ce que ces philosophes comme Bourdieu et Derrida, alors là, Derrida, philosophe, ont oublié, c'est une petite phrase de 3 mots, si je me rappelle bien, d'Aristote, qui dit « l'être est pluriel ». Nous avons des problèmes avec l'accent, pas nous spécialement. Merci. Voilà. Alors c'est la réponse de Henri Méchonic, l'identitarisme. Voilà. Ça c'est pour moi c'était très touchant parce que j'étais bouleversé quand même par le reste, vu que moi j'ai un accent et que je prends la parole en public à l'université d'Avignon, alors je devrais pas. Il faudrait que je parle comme ça, alors, et encore comme ça serait aussi un autre accent, n'est-ce pas? Parce que on est en train de travailler avec un passionné de cinéma sur les cinéastes qui ont travaillé avec l'accent sans se poser la question. Donc on a travaillé le premier volet de accent à improvisation autour de Jean Rouch, qui a travaillé avec les Africains, petit à petit, Cocorico Monsieur Poulet, qui sont des films délicieux, quoi. Le deuxième volet, on a travaillé autour de Jean Renoir, avec notamment les films La Marseillaise, où on voit cette actrice, je ne sais plus comment elle s'appelle, magnifique, qui prend la parole devant l'Assemblée. On se fout qu'elle ait un accent ou pas, c'est ce qu'elle dit qui est important, quoi. L'acteur Carrette, quoi, qui avec son accent comme ça, il a un accent d'oiseau, quoi, formidable. Et puis on a travaillé autour de cette idée, effectivement, de cinéastes qui à la fois improvisaient dans leur façon et ne prenaient pas en compte qu'il y a un accent ou pas, quoi. Alors, je voudrais juste finir avant de vous laisser la parole, si vous voulez poser des questions, sur un ouvrage que j'ai fait avec les éditions Priva. Voilà. Ça s'appelle Gueule de voix.
Ça s'appelle Gueule de voix. Il y a un CD dedans, mais il est très mal foutu, très mal placé. Il est au fond. Alors pour les personnes qui savent pas lire trop, ou les personnes âgées, elles regardent les images et qui sont magnifiques d'ailleurs. Hein. Il y a des très belles photos. Là, c'est Alberte Forestier. Il y a chaque département. On a fait à peu près une dizaine d'interviews par département et qu'on a remis ensuite dans le livre. Et d'ailleurs, il y a un CD à la fin, très mal placé. Il aurait dû être au début, ça aurait été mieux. Parce que pour faire un livre sur l'accent, il vaut mieux qu'on entende quand même, quoi. Après, je vais pas faire un livre comme a fait Jean Dubuffet. Parce que ça, c'est un travail plus qu'il fait clair, moins qu'au niveau. Là, c'est un travail monumental. D'ailleurs, il y a la correspondance avec monsieur des éditions, monsieur de Bettencourt, l'actualité, qui est un éditeur de l'époque qui aidait les poètes, et où il explique que sa cervelle est en feu, qu'il n'en peut plus, parce que c'est très difficile à écrire, comme il a écrit. Donc j'ai ce livre-là qui témoigne un peu mais où j'ai eu beaucoup de mal parce que c'est une demande des éditions Privat et je voulais pas justement contenir l'accent au sens régional. Vraiment, je me disais c'est pas ça que je veux dire. Alors j'ai trouvé la combine et j'ai dit suivez l'accent entre Midi et Pyrénées, c'est pas mal déjà. Donc ça ouvre un espace. Plutôt que de dire en Midi-Pyrénées, alors c'est affreux quoi. Entre Midi et Pyrénées, ça fait toutes les Pyrénées. Et puis Midi, et puis alors j'ai fait des petites interviews. J'ai travaillé sur l'idée de mettre l'accent quoi. Donc dans chaque département, j'ai trouvé un titre. Je vais vous en donner un évocateur, par exemple sur les Hautes-Pyrénées. J'ai mis Tout à la fois, ça s'appelle. Et c'est interroger les gens sur ce que c'est la foi. Voilà, d'avoir la foi, est-ce que c'est croire en quelque chose ou est-ce que c'est être dans l'action? Voilà. Donc j'arrêterai là mon laïus. Si vous avez des questions à poser. Oui. Bonjour. Alors pourquoi, selon vous, cette honte de l'accent en France ? Parce que c'est le centralisme français, c'est jacobin, et que tout se passe à Paris, point. Voilà. Et que. Alors, Benedetto disait une chose très intéressante, il disait c'est pas l'accent de Paris qui domine, qui fait de la normalisation, c'est Versailles, en fait. Il y a un monsieur qui a écrit un livre sur le français, il a dit que c'est une langue qui a été cultivée en serre, quoi. Il y a eu toute une époque, Malherbe et tout ça, ils ont chassé toutes les influences du gascon, par exemple, ou de l'occitan dans le français, ce qui pour moi est monstrueux, quoi. Parce que le français, comme toute langue, c'est du mauvais latin, quoi. C'est ce qu'on m'a dit une fois, les troupes de Rome qui venaient en France. C'est ce que explique Henriette Walter, il ne parlait pas un latin normalisé, il parlait le latin des provinces, des italiennes des provinces, de chaque province. Donc le français s'est constitué dans une espèce de mosaïque de parler, et voilà quoi. Donc, et ici en France, ensuite, moi, ce qui m'effraie, c'est la normalisation. Voilà, c'est pas c'est pas Paris, quoi. C'est vraiment la télévision, la radio, le théâtre aussi. Il faut parler d'une certaine façon, sinon vous n'êtes pas crédible. C'est ça qui. Voilà. Je sais pas si j'ai répondu à votre question. Bonjour, merci pour la conférence. C'était bien. Alors voilà, oui, vous avez vu, je suis parisien. Pas forcément. En tout cas, vous êtes au-dessus de la Loire. Ouais. Alors, je pourrais me lancer dans la grande défense de nous, pauvres Parisiens, qui sommes confrontés à des poncifs éternels aussi, hein, et sur des images qui nous sont projetées, qui ne sont pas forcément représentatives de la réalité, mais peu importe. Juste deux petites choses que je vais dire. Alors, pourquoi est-ce que c'est aussi difficile, et c'est la réalité objective, il n'y a pas à discuter, de proposer un accent quand on est dans un média national, sans qu'il y ait une image qui soit projetée dessus. Mais c'est peut-être parce que simplement il y a besoin d'avoir un accent neutre. Voilà. C'est ça. On a décidé que c'était l'accent de la zone Île-de-France, on va dire. Mais si on ne met pas une neutralité sur un support, on ne peut pas y rajouter ensuite des intentions.
Vous vous souvenez peut-être des super émissions qui étaient faites par Frédéric Mitterrand sur les grandes comédiennes. C'est évident que si Frédéric Mitterrand avait l'accent de Frédéric Mistral, on n'aurait absolument pas pleuré de la même façon sur le destin tragique de Sissi impératrice, tu vois, un truc de ce genre-là. Donc, je pense qu'en fait, c'est simplement ça. Effectivement, il y a sans doute un contexte historique jacobin. Bon, pareil, on peut pas trop discuter là-dessus. Mais il faut essayer d'éviter de nous mettre sur le dos des volontés hégémoniques néocolonialistes sur les régions. Hein. Et une deuxième chose, il y a un accent dont on parle assez peu, qui est aussi un accent territorial. Mais périphérique. Comment dire? Enfin, je pense que vous allez comprendre ce que je veux dire. C'est l'accent des banlieues. Le Ziva, oui, c'est ce que j'allais dire. C'est incroyable. C'est ça. Moi, ça me sidère parce que ma chérie est du Boulogne-sur-Mer. On va à Lille. J'ai des amis à Marseille, d'autres à Toulouse, à Montpellier. Ils ont, voyez, déjà c'est difficile, mais je suis obligé de le catégoriser quand même. Non, c'est le même accent. Je ne sais pas comment c'est explicable. Parce que par le hip-hop et par la télévision et par la musique hip-hop, quoi. Ouais. Alors c'est vraiment curieux. En fait, il y en a toujours deux qui juxtaposent. Quand même l'accent régional, on va dire, mais quand même l'accent de banlieue. Alors c'est assez, par moments, assez. Moi, j'ai un ami qui pense que c'est l'accent du professeur de gymnastique et du supporter de football. Ah ouais. Parce qu'ils sont dehors, on part comme ça, là, ça fort. Mon ami a un voisin qui est professeur de gymnastique et il parle à sa femme comme quand il est dehors. Et là, il me disait c'est un mix entre le professeur de gymnastique et le supporter de football. J'ai trouvé ça rigolo. Je voudrais juste vous dire que vous excusez pas de pas avoir d'accent, mais ça me troue, quoi, parce que c'est pas cette question que je défends pas d'accent, ou je ne dis pas si vous avez pas d'accent vous êtes nul ou comme ça. C'est pas cette question, c'est la question, c'est la normalisation, c'est le déconditionnement, quoi. J'ai une formule pour l'accent qui dit nul n'est censé ignorer la Loire. Parce que c'est vrai qu'en dessus ou en dessous, c'est pas le même, quoi. Et que la Loire est un genre de frontière entre la langue d'oc et la langue d'oil, quoi. Voilà. Et après, moi, j'ai pas comment dire, je porte pas mon accent comme un drapeau en disant voilà, j'y tiens à fond. C'est pas ça, c'est que c'est ma façon de m'exprimer et je me souviens d'où je viens et que avant de prendre la parole, je me souviens plein de fois d'avoir dit oula, attends, parce que comment ça va être entendu? J'ai interviewé le monsieur qui faisait Mets de l'huile, là, le chanteur. Là. Il était syndicaliste à une époque. Il me disait, je prenais la parole devant des interfédérations. Je pouvais raconter les trucs les plus horribles sur le chômage chez moi, sur ce qu'il n'avait pas. Les gens me regardaient comme ça. Je ne sais pas s'ils entendaient les cigales, le pastis, les olives. Il disait ça me faisait souffrir, quoi. J'avais à dire quelque chose et les gens entendaient tout de suite une autre musique. Du coup, ils comprenaient pas, ils entendaient pas ce que je disais, quoi. C'est quand même étonnant, quoi. Et comme disait Benedetto, ça existe encore aujourd'hui. Un voisin à moi, un autre voisin, me dit, moi ma fille a passé des examens pour entrer à HEC justement. Et à l'oral, elle s'est fait recaler par le type qui lui a dit « Vous pensez pas faire HEC avec l'accent que vous avez, elle était de Béziers. » C'est quand même... L'année dernière, c'était il y a 2 ans, quoi. Mais en quoi ça je vois pas, quoi. Ben voilà, ça continue, toujours, c'est que... Voilà, on tend alors il y a un monsieur de Midi-Pyrénées, là, qui dit qu'on tend vers la norme. Je vais quand même vous faire écouter ça avant de reprendre des questions. Mais il y a le monsieur qui a fait des études on tend vers la norme. Voilà, c'est ce qu'il dit, quoi. Alors attends, si j'ouvre ça, par exemple, tic-tac. Non, celui-là. Excusez-moi, la technique, c'est... Voilà. Voilà. Si je fais ça, par exemple, tac. C'est le petit montage qu'on a fait dans le livre Gueule de voix. Là, vous pouvez envoyer, ça marche? Ça marche? L'accent. Ah, d'accord. Ah, mais là, je suis pas du tout... Une musique qui tourne en fond. Ah, là, elle doit plus y être. Hein. Pas l'accent. On sait effectivement reconnaître les accents. Bang, bang, bang.
Alors je vous remets au début. C'est le petit montage qu'on a fait. Alors pourquoi qu'est-ce que c'est L'accent. En français. L'accent, c'est la prosodie, c'est le chant, c'est bon, et puis c'est comme le genre, c'est le chant libre, quoi. Il y a chacun interprète. Des accents différents, voilà. Ça tient surtout au bruit annexe. On n'y peut rien, le tien, le mien, le chien. Je mets l'accent, que pas l'accent, je mets l'accent, que pas l'accent. On sait effectivement reconnaître les accents. Ping, 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 ping. Mais même on mélange beaucoup de français maintenant. Oui, c'est tout mélangé. Dans ce cas, malheureusement, je tiens à vous dire que la plupart de ces évolutions que nous avons notées sont vers la norme. Et bien entendu. Station terminus, aucun passager ne doit rester dans cette rame. L'accent c'est chanter, tu comprends, il y a un chant dans l'accent. Oh là là. Un dimanche, on finissait de manger la soupe. Bon, je regarde par la fenêtre, qu'est-ce que je vois? Je vois des vaches jaunes dans le pré, là. Je dis non, il y a des vaches. Et puis l'accent, c'est comme un papillon, l'accent. C'est beau les papillons. C'est beau les papillons. J'entends des voix. Et encore aujourd'hui, j'entends certains accents à la radio, ça me fait physiquement horreur. Faut se soigner, hein. Vous avez effacé les altérations. Mais j'ai cassé le fer toutes ces vaches. Magnifique, je dirais. On sent qu'ils nous visent le plat de côte, quoi. Coup pour coup, ils nous mettent, quoi. C'est comme ça que ça tient. Parce que finalement, la remise en question de ton identité nationale, il est bafouillé sans arrêt. C'est interdit, Franck avait interdit. On ne parlait pas catalan. On roule les R beaucoup. Hein. Mais il a déjà disparu. Ma langue est sans dessus dessous. On finit les phrases, nous, hein. Je veux dire, on prononce tout, quoi. C'est comme les assiettes, on les finit, quoi. Hein. C'est un peu comme la forêt de Sherwood. Elle était là, la forêt. Et les mecs, ils venaient un petit peu, les mecs, ils passaient, ils rentraient les marronniers, ils allaient à la couper, tu vois. Et ils ramenaient le butin Recherchez Monsieur Roux. Je ne sais pas trop où il est, vous voyez. Le patron vous renseigner, il a dit si, il y a ça, on le connaît. Moi aussi, surtout, oui. Oui. À lire avec l'accent, parce que si on n'a pas l'accent pour le lire, je dirais d'un pauvre pute, ça va pas du tout. Et le petit oiseau, il était là dans la bouse de vache. Piou, 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 que faut cao, le tiu, que faut cao, que faut cao. L'accent, c'est le signe qu'il y a un jeu entre les langues. Hein, que chaque langue apporte une optique indispensable à la vie de l'humanité. Sur le chemin des étoiles de mer. Alors justement, sur le chemin des étoiles de mer, ça c'est Tristan Tzara. Voilà. Je me souviens d'avoir le disque des poètes où il y a le professeur de Le Rêve et l'eau qui parle comme ça à la Sorbonne. Là. Le professeur de la Sorbonne, comment il s'appelle ce philosophe du rêve et de l'eau? Bachelard. Le rêve et l'eau. Il parlerait comme ça aujourd'hui, il dirait... Mais... faut sortir de chez vous, monsieur. Parce que c'est ça qui se pose. Hein. Moi, je pense que si vous avez un accent anglais comme ça, que vous pouvez être très distingué, on peut dire que ça va. Mais si vous parlez comme ça avec un rouleau de R, on va vous dire sortez de chez vous, monsieur. C'est fini, ça, maintenant. Et c'est ça qui est tragique, quoi. Voilà. C'est ça le tragique dans cette histoire. D'autres questions, peut-être ? Bonjour, d'abord vous dire merci pour le bien que m'a fait votre intervention. Bon, je suis professeur à l'Université d'Avignon. La seule langue que je parle sans accent, c'est le provençal, ou si vous préférez, la variété locale d'occitan. Je me sens tout à fait à l'aise, comme ça, pour parler de science ou même de philosophie. Mais j'aurais quand même une question, c'est à force de vouloir effacer, combattre nos propres différences, est-ce que cela ne fait pas le jeu des idéologies racistes comme celles véhiculées par exemple par le Front National? Quand on voit arriver quelqu'un d'un peu plus différent, on se défoule sur lui. Mais carrément. Voilà. Carrément. C'est ce que je pense aussi, oui. Après, vous savez, sur l'histoire d'accent, Félix Castan me disait... Alors, il y a une certaine génération qui en souffre encore, parce que Lubat me disait, je savais pas les conséquences que pouvait faire ma façon de parler quand je suis arrivé à Paris, ou Castan qui disait, Félix Castan qui disait, je n'osais même pas rentrer dans un bar demander une bière parce que
avec mon accent, oui, c'est l'histoire de la chocolatine, là. Et alors, Castan disait que ça s'est relativisé depuis qu'il y a des étrangers, cette histoire. Parce que justement, il nous amène d'autres... Alors, après, je me souviens avoir dans l'émission France Inter, justement, un monsieur qui m'a interpellé un peu comme vous, en me disant... Oui, mais la Ligue lombarde et tous ces gens en Italie qui font avec l'accent, Charles Pasqua, tout ça, là, le côté sympathique et tout. J'ai dit, ouais, d'accord, ok, c'est vrai, mais en face de ça, il y a une norme énorme, quoi. Donc, moi, je ne défends pas l'accent, je montre simplement quelque chose, quoi. Après, ça peut être récupéré, tout ça peut être récupéré. On n'y est pour rien. Enfin, moi, je travaillerai à y être pour quelque chose. Pas d'autres... Oui. Bonjour, alors moi je suis enseignante de français langue étrangère. Donc personnellement, on essaye d'expliquer aux étudiants qu'il n'y a pas une norme mais des normes et donc des usages. Mais le problème, ce que je me pose comme question, c'est pour leur permettre d'accéder à certaines formations ou à s'insérer socialement, professionnellement en France ou dans des pays francophones. On exige dans les universités ou dans des entretiens de recrutement qu'ils aient un accent lisse. Donc finalement... Neutre. Et c'est pas que en français. Hein. Moi, je vivais en Amérique latine. Quand on parle l'espagnol du Mexique, on est différent de l'espagnol d'Espagne. Mais du coup, je me pose la question, nous qui sommes dans l'éducation, ou vous qui êtes défenseurs de la parole et de l'oralisation, comment on peut faire pour faire évoluer les mentalités par rapport à ça et qu'il n'y ait pas de discrimination Il faut déclencher le rire, moi je dis. Il faut déclencher le rire. Là, j'ai fait je vous ai lu Dédé, Dendada, tout ça là, mais j'ai fait un truc sur le boléro de Ravel que j'appelle le beau vélo de Babel. Et un truc en yaourt où j'ai écrit mon yaourt sur une feuille et puis j'ai fait use in the such man of to love stand it smooth. Alors c'est une façon de parler des langues, mais vous soulevez un truc. Quand je suis allé au Mexique, je leur ai parlé de mon projet, ils étaient enthousiasmés, ils voulaient m'accompagner parce que là-bas c'est voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Oui. J'avais mon copain Lionel Suarez. Alors moi je me faisais une fierté de faire la Z à la fin, Suarez, comme ça là. Et un jour on m'a dit, vous savez, c'est pas très poli de faire la Z ici. Ici ça se fait pas. Et je lui dis pourquoi? Elle me dit ça se fait pas. Voilà. Parce que la Z, après j'ai essayé de travailler dessus, c'est la langue de l'oppresseur, quoi. Donc c'est le truc qu'ils ont enlevé à la langue. Ça, j'ai trouvé ça très joli. Donc du coup j'ai écrit une chanson en hommage à cette histoire, en référence, pardon, plus qu'en hommage. Ça s'appelle C'est ta chanson sans 7 ans. Voilà. Ouais, mais je continue là-dedans. Si, il marche. Par exemple, moi je voulais passer le CAPES d'espagnol. Je suis française, mais je parle plus le mexicain que l'espagnol castillan. Après, je le connais et je suis capable de l'utiliser. Mais en tant que française, j'ai pas le droit d'utiliser l'espagnol du Mexique pour obtenir le concours. Je suis obligée de parler le castillan de Madrid même, parce que je peux pas parler comme les Andalous. C'est terrible. Pour moi, c'est terrible, c'est pas normal. C'est pas normal du tout, quoi. Seuls les latinos d'origine réellement latinos ont le droit de quand même. En plus, c'est une langue tellement belle au Mexique. Franchement, je trouve la sonorité, la musique de leur langue, elle est belle, quoi. Donc qu'est-ce que ça... Enfin, Ensuite, au Mexique, si j'ai étudié un peu le truc, il y a certains Tijuana, il y a des gens d'Andalousie qui sont allés à Tijuana, à d'autres endroits, c'est des Castillans. Donc je vois pas, enfin bon, pour moi c'est aberrant, quoi. C'est aberrant, quoi. Bah, je peux pas vous dire autre chose, je sais pas quoi vous dire d'autre. Mais comment faire? Parce que même les comédiens... On a des amis comédiens à Avignon qui nous disent on a dû neutraliser notre accent, sinon quand on fait des auditions, on nous propose que des rôles genre Manon des Sources. Eh oui, on en est là. Nous en sommes là. Je peux pas vous répondre à ça, je sais pas ce qu'il faut faire, il faut faire des manifestations peut-être. Comment ?
Ah là, ça sera pas prêt au sérieux. Parce que c'est un truc très ancien, ça. Très, très, très ancien. Vous savez d'où vient le verbe baragouiner? Vous savez ou pas? C'était la guerre de 14. Le verbe baragouiner, ça vient de bara et gouine, qui veut dire pain et vin en breton. Et que les gens, ils demandaient du pain et du vin, et c'est devenu le verbe après baragouiner. Ils baragouinent. Donc ça en dit long. Après, j'ai trouvé des écrits de l'époque de la Troisième République sur ce que les gens pensaient du Sud, mais c'est terrible, quoi. La façon de parler, nous sommes des quadrumanes. Alors Céline a écrit des pages terribles aussi là-dessus, quoi. Évidemment, hein. Voilà, quoi. C'est étonnant. Moi, j'ai lu ça, j'ai dit, mais c'est pas possible, quoi. C'est pour ça. Alors après, comme je vous ai dit, Versailles est toujours là, quoi. La centralisation, quoi. Je sais pas quoi dire d'autre après. C'est le résultat de la centralisation. Alors il faut se déconditionner tout doucement, petit à petit. Voilà. Moi, je vois ma fille qui faisait du théâtre quand elle était gosse. Il y avait un mot où elle sortait de son accent, c'est quand elle disait le monde. Elle disait le monde. Parce qu'elle ne voulait pas avoir de problème avec le monde. Alors elle disait pas le monde, elle disait le monde. Elle arrondissait, voilà. Mais naturellement, quoi. Après, moi, ce que j'aime dans la parole de Benedetto et dans son théâtre, c'est que vraiment, il était très fort pour ça, c'est qu'il contenait son accent. On entendait qu'il avait un accent, mais il n'en faisait pas un drapeau en disant j'ai un accent. Voilà, il le contenait, quoi. Et il jouait avec. Il pouvait rentrer, sortir. Oui. Une dernière petite chose, peut-être. Bon, est-ce que je peux prendre le rôle de quelqu'un d'un peu désagréable? Bien sûr, bien sûr. L'avocat du diable. L'avocat du diable, ouais. Je pense que les gens sont pas violents, donc ils me feront quand même sortir vivant. En tant que Parisien. Est-ce que... Je vais essayer d'argumenter un tout petit peu après, hein, mais là on va y aller direct. Est-ce que l'accent n'est pas réactionnaire? Ah mais c'est ce qu'on m'a posé, comme question. L'accent, si vous voulez, l'accent face à la norme, non. L'accent tout seul, oui. Parce qu'il est hyper localisé, voilà. Mais en même temps, pour moi, le local, c'est la personne, quoi. C'est pas le territoire. Il est réactionnaire si c'est le territoire, pour moi. Si ça parle du territoire. Parce qu'effectivement, si vous regardez les régions de France où l'implantation du FN est assez, trop importante, hein. C'est un jugement de valeur importante, restons objectifs. C'est pas à cause de l'accent. C'est pas à cause de l'accent, mais il y a toujours une liaison oui. avec l'accent. Oui. Vous parliez des avocats. Effectivement, il vaut mieux avoir un accent parisien lisse et neutre. Mais il y en a un qui a l'accent, c'est Maître Collard. Un seul. C'est comme Pasqua. Comme Pasqua. Hein? Après, il y a des gens qui s'en servent au Godin, le maire de Marseille. Il y a des gens qui s'en servent pour être sympathiques, pour dire absolument. On va vous passer de la pommade, ça ira mieux après. Mais voilà. Parce que je pense qu'effectivement, historiquement parlant, la révolution jacobine, hein, oui. c'est localisé à l'Île-de-France, mais c'est un héritage beaucoup plus ancien, bien entendu. Hein. Et que l'accent, c'est les racines, c'est la terre. On flirte avec la révolution nationale pétainiste. Hein. Carrément. C'est vraiment terrible. Alors je suis d'accord aussi pour dire que c'est de la récupération, hein. Mais c'est tellement facile, ça paraît évident. Mais c'est ce qu'on m'a dit au début que j'ai fait ce projet. On m'a dit méfie-toi, les retours à la terre, Pétain et tout ça. Sauf que moi j'ai dit l'accent c'est du rhizome, quoi. Hein, c'est pas du territoire. Soyons rhizomables, quoi. C'est ce que voilà. Je suppose que Molière à l'époque il parlait pas l'accent de Versailles, ça m'étonnerait, quoi. Il devait avoir des acteurs qui roulaient les airs à mort et moi ce que je revendique dans l'histoire de l'accent, c'est le gustatif, bordel. Ouais, le gustatif, la gustation, quoi. Dire Rabelais, vous croyez pas que les écritures de Rabelais, si c'est pas un truc, La vie devant soi, Romain Gary. Moi, je dis toujours, j'ai lu La vie de Vincent de Romain Gary, j'ai dit, voilà le livre, suivez l'accent. La façon de le gosse invente sa syntaxe, parce que c'est l'invention d'une autre syntaxe. Vous parliez des IVA. Moi, j'appelle ça l'accent de la périphérie. Dans toutes les périphéries des villes,
de chaque ville de France, il y a des gens qui parlent comme ça parce qu'ils sont... un jour, j'ai croisé un jeune de 7. Ils avaient tous l'accent, sauf lui parler comme ça. Alors je lui dis, je trouve ça très intéressant, je lui dis, mais toi tu es né à 7, t'as pas l'accent de 7. Et il me dit non, et j'ai dit, mais cet accent que tu as, c'est quoi? Ah, il me dit, c'est mes fréquentations. C'est mes fréquentations. J'ai dit, ah bon, et personne te fait la remarque autour de toi, gens de ta famille? Il me dit, oui. Il me dit, ouais, des fois, ma tante. Voilà, et c'est tout ce que j'ai su de ça, mais il n'a pas pris d'accent de 7 local. Vous savez, il y a une interview qui existe dans une émission qui a été faite par une radio suisse qui est venue spécialement pour me suivre dans mes collectages. Et j'ai interviewé le maître, l'as de la macarona dans le marché, et je lui dis, dites donc, monsieur, vous qui avez un bel accent, c'est toi du coin, toutes les gens qui viennent d'Afrique du Nord ici, qui ont fait des enfants, tout ça, les jeunes filles, elles ont des accents. Pas de réponse. Alors je lui repose la question. Je dis, elles ont piqué cet accent, elles l'ont pris pour elles. Et au bout d'un certain temps, il servait d'autres clients. Et je me suis dit, il ne peut pas répondre. Et puis, à un moment donné, il passe devant moi et me dit, je ne fréquente pas ce genre de population. Bon, terminé. Voilà. Et je faisais référence aussi à Hakim des Zebda, par exemple, qui a un accent coupé au couteau, l'accent de Toulouse. Hein. Et j'ai fait une interview d'eux, ils me disaient c'était la façon de s'intégrer. On avait le stade toulousain autour de nous, voilà, et on s'intégrait par l'accent, quoi. C'était une intégration. Voilà. Donc, vous voyez, le réactionnaire, il est où, là? C'est difficile. Pour moi, c'est quand c'est territorial que c'est réactionnaire. Quand on fait comme les papillons, un truc, l'accent est pointé, le territorial, c'est le territoire. Là, pour moi, c'est réactionnaire. Voilà. Mais pour moi, l'accent, c'est la personne. On amène son accent ou pas. Hein. Y en a qui sont obligés de le perdre. D'autres. Moi, je critique personne sur le fait je me souviens avoir rencontré une jeune fille qui me disait. Elle était de Marseille, elle n'avait pas du tout d'accent. Elle me disait, ah non, mais quand j'ai fui Marseille, j'en pouvais plus, quoi. Et elle filme, elle fait des documentaires, elle a un accent neutre, bon. Elle m'a dit, je n'en pouvais plus. Je comprends, quoi. Enfin, je veux dire, à un moment donné, ça peut... Elle était autour d'elle, c'est comme ce que dit Bourdieu là-dessus, c'est intéressant, parce que c'est quand même une souffrance, quoi. C'est intéressant, parce que Lacan, il serait à côté, il dirait, oui, souffrance, sous la France, hein. Souffrance. Sous la France, il y a une histoire, quoi. Alors après, je ne veux pas... Si vous voulez, ce projet, il pourrait... si vous remontez la piste les radios de l'époque, la France aux Français, ils parlaient comme ça, les mecs parlaient tous comme ça à la radio. Là, les émissions françaises. Bon, on a l'impression qu'il y a une anthropologie de l'accent, ou qu'on pourrait faire une anthropologie, c'est-à-dire au début, par exemple, à la guerre de 14, les gens ne se comprenaient pas entre eux. Le français, c'était pas encore, les gens parlaient breton, gascon, provençal, je sais pas quoi, enfin, et il y a des gens qui se sont fait fusiller parce qu'on ne comprenait pas ce qu'ils disaient, quoi. C'est dramatique aussi, quoi. On s'arrête sur la guerre de 14 ? Bon, écoutez, merci de votre présence, de m'avoir permis.